Salut tout le monde, bienvenue à Décrochage. Je me présente, je m'appelle Matt Lévesque et je suis en compagnie de mes deux collaborateurs. Je vous rappelle que Décrochage, c'est un podcast qu'on tourne dans le nord du Lac-Saint-Jean. On est présentement dans les studios de la télé du Haut-du-Lac. Et Décrochage, c'est un podcast de jasette, de tour de table. Et c'est un podcast que les conversations sont guidées par des notions d'improvisation. Comme je l'ai dit, je me présente, je m'appelle Matt Lévesque. Je suis en compagnie de mes collaborateurs, Pierre-Yves Bédard. Bonjour Pierre-Yves. Salut Matt. Grosse soirée. Ça va bien, ça va bien. Ben oui, ça va super bien. Petite session IPA sur le comptoir, la calotte des Bulls, on est bien. On est à la maison. Hein? À la maison. Et je suis aussi avec un épicier hors pair, M. Martin Drapeau. Salut Martin. Bon, monsieur. Bon. Écoute, ça va très bien aussi. Moi, ce soir, on est dans le plus bas de gamme un peu. Là. On est dans la Pilsner. Mais un goût franc, authentique et honnête. On n'a pas négligé son efficacité. Oui, le petit côté mot de tête qu'on parlait tout à l'heure. Ouais, c'est ça donne mal à la tête de boire cette bière-là, toi. Ouais, je l'ai pris une fois, j'ai pas... C'est-tu la bière la moins chère que... C'est dans les gammes, là, des Ouais, moins chères. c'est les moins chères, ouais. On parle ici là, d'un 14,99 plus taxes et consignes pour une caisse de 12 magnifiques petites canettes aux couleurs de Noël. Yes, sir. Et moi, je bois une bière de microbrasserie. Une microbrasserie qui date de 1988 quand même. C'est marqué sa canette. Hein. Ça brasse depuis longtemps. Je bois une de mes bières blanches préférées. La Boréale blanche. Hein. Avec le petit goût de gingembre. Faut aimer le gingembre. Moi, j'ai un petit twist de gingembre tout le temps bon. En 88, j'avais 4 ans. Ouais. Et tu buvais déjà aussi. Eh oui. C'est là que ça a commencé. Hein? C'est là que ça a commencé. Alors, on va commencer tout de suite avec les fusillades, les boys. On rappelle aux auditeurs ce que c'est fusillade. C'est une petite anecdote qu'on va raconter à tour de rôle. Fait que qui a l'honneur de starter ça? Je peux me lancer. Ah ouais, vas-y, go. Anecdote assez simple. Cette semaine, je suis allé à l'épicerie. Et puis, moi, dans la vie, j'étais un grand fan de smoothies. Moi aussi. Et de drumsticks, pour ceux qui ont Et de drumsticks, mais c'est dans le même coin. Les drumsticks sont pas loin des fruits congelés. Fait que... Je me tiens tout le temps là, moi. Ah oui, tout le temps, la petite fraîche, la petite brise dans le cou. Fait que c'est ça. Cette semaine, j'étais en manque de fruits congelés. Je t'emmène à mon smoothie parce que je mets... En tout cas, on parlera peut-être de nos recettes éventuellement. Mais non, là. On peut en parler de là, c'est intéressant. Moi, je suis grand fan de lait de soya dans mon smoothie, épinards, graines de lin, yogourt grec. Puis je mets tout le temps des fruits, j'aime ça, une petite amertume. Fait que je mets des mangues, après ça, je mets n'importe quoi d'autre que je peux trouver, là, framboise, fraise, tout ça. Et là, j'arrive devant le rayon des fruits congelés chez mon épicier et je vois 2 emballages bien distincts d'une même marque, smoothie vert et smoothie rouge. Là, je fais... C'est quoi cette affaire-là, des smoothies verts et smoothies rouges? Là, on voit sur la pochette, c'est clair, le smoothie est rouge sang et il est vert gazon l'été. Mais là, le mix a déjà été fait pour les gens. Fait que dans le smoothie rouge, il y a cerise, fraise, framboise. Et dans le smoothie vert, il y a avocat, chou kale, ananas, tout ça. Et là, ça m'a amené à me poser la question. Je me suis dit, on a-tu vraiment besoin d'un pack déjà fait pour avoir une couleur de smoothie quand c'est tellement pas compliqué à faire un smoothie? Là, c'est quoi, c'est un smoothie déjà préparé? Là, C'était un amalgame de fruits et légumes déjà préparés pour te donner une couleur précise à ton smoothie. Moi, il me semble que c'est tellement la plus simple des affaires à faire, un smoothie. Tu mets n'importe quoi là-dedans. Ah ouais. Tu startes le blender that's all. Mais là, je me disais, on a-tu besoin d'être guidé autant que ça? Fait que je me suis mis à réfléchir, y a-tu vraiment d'autres produits qui peuvent exister qui sont tellement simples qu'on n'a même pas besoin de se casser la tête? Ben, en partant, y a comme des petites pintes de lait que t'as du blanc d'œuf ou que t'as juste du jaune d'œuf. T'as des quiches déjà faites que tu fais rien que mettre au micro-ondes. Écoute, des produits que t'as plus besoin de te casser le bessic, là, il y en a, là. Il y en a. Là, c'est sûr que tu me prends un peu sur le vif. Mais, en fait, là, on est dans une société qui va de plus en plus vite. Le monde a de moins en moins de temps. Fait qu'on a de plus en plus de produits qui sont prêts à consommer ou pratiquement prêts à consommer. Ben, comme des petites business aussi, que c'est marché good food, où tu vois des pubs à TV, t'as un plat déjà préparé. Puis
En tout cas, ça, c'est pour le monde aussi qui aime pas cuisiner. Là. Moi, d'une cuisine, j'aime vraiment ça. Là. Ça fait que je cuisine pas mal à tous les jours, mais tu sais, c'est pour les gens aussi. Le monde célibataire aussi, des fois, que t'as pas envie de cuisiner puis d'en perdre. Mais un smoothie, ouais, je trouve que... Pour le monde célibataire, il y a les croquettes Janes. Les croquettes James, voilà, ça, ben tout le voilà. temps bon, ça. D'ailleurs, croquettes Janes, si vous êtes à l'écoute, on est prêt à faire un unboxing. Un unboxing! Pas un kombucha, là. Ça, ne pas confondre. Là. Aïe, Fait aïe. que la semaine prochaine, je vous teste le smoothie rose nanane et vert lime. Parfait. Yes. Moi, smoothie, c'est plus... moi, c'est tout le temps... lui que je fais, il est comme rose mauve, là. Je vais avec les petits fruits, puis je me rajoute des graines de chia. Et Oui. à cette heure, j'ajoute aussi du tofu dessert. OK. Ouais. Essayez ça. Ouais. Essayez ça. Pêche et mangue. Justement, ouais, tu parlais de mangue tantôt. Tofu dessert, tu sais, parce que moi, le problème, c'est le matin. J'aime pas déjeuner. J'ai pas faim, puis j'ai pas le goût le matin. Ça m'écoeure bien gros. Fait que, tu sais, mon smoothie, c'est comme mon déjeuner. Je mets des protéines là-dedans avec le tofu, puis les... Fait que... Cale ça, puis t'es prêt pour aller à la job. T'es capable de toffer jusqu'à midi. Eh bien, essayez ça. Tofu dessert. Ouais. Super. Fait que, je vais y aller avec mon anecdote. Ben, voyons donc. Ouais, ce matin, une petite promenade avec... ça me ramenait en arrière d'une période un petit peu grise de ma vie, mais un matin, je suis allé promener avec la bête. J'allais promener Gina, mon chien, puis c'était drôle le matin parce que là, mon chien, il est toasté. Là, j'ai passé la semaine dans le bois, fait que mon chien a passé 3 jours à courir après la balle de tennis, puis il est toasté, là, elle est chez nous, puis tu sais, elle vient même pas me quêter de la bouffe là, quand que je mange, puis tout ça. Elle est vraiment, vraiment fatiguée. Puis le matin, je l'ai promené un peu, puis ça y tentait, mais plus ou moins. Puis maintenant, elle s'est mis comme à faire ses besoins dans la rue. Puis je suis rendu, je le sais, la face de mon chien quand que... Parce que tu sais, mon chien, c'est un Esquimau américain. Ça a quand même le poil assez long. Et je connais la face de mon chien quand elle va faire ses besoins puis qu'elle fait comme « Ah non, je pense que ça a pogné dans le poil. » Elle m'a regardé un matin et elle a comme fait « Non. » Puis elle marchait un peu éjarée. Puis j'ai fait « Ah, tabarnak. » Et ça me rappelait un moment donné, parce que j'ai déjà fait ça. Ça me rappelait 2015, à l'automne 2015, une période, quand je dis période grise dans ma vie, c'est, tu sais, je viens de déménager à Dolbeau, rupture tout de suite avec ma blonde, que ça faisait longtemps qu'on était ensemble. C'est là qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Vraiment une période sombre dans sa vie, là. Oh, très très sombre. Puis en plus, je t'ai rencontré, fait que là, ça a comme droppé vers en bas. Mais non, mais je me rappelle, puis là, un moment donné, ma cousine a dit je vais descendre au lac, puis elle a dit tu veux-tu que j'aille te voir? Je dis oui, puis tu sais, j'étais même rendu au stade de tu peux-tu rester dormir à la maison ce soir? J'ai juste pas envie d'être tout seul. Tu sais, quand puis là, et là, un moment donné, elle dit bah oui, pas de trouble, on part promener le chien, et mon chien, un moment donné, commence à chier dans la rue, et un moment donné, ça jamme dans le poêle, puis elle me regarde, puis là, j'étais comme, tu sais, je voyais, c'était sur le bord de tomber, là. Hey, j'étais dans la rue, esti, puis je pesais sur le derrière de mon chien, pouvait tomber, là, j'étais comme ah ouais, esti, donne-toi une chance, puis là, ma cousine qui riait aux larmes, puis moi, je riais pas en tout, j'étais comme là, cette vie de merde en ce moment, puis avec du recul, l'autre fois, ma cousine a dit t'en rappelles-tu quand t'as soigné le derrière de ton chien dans la rue? La petite madame qui est passée aussi, qui prenait sa promenade, puis elle a fait comme il est pas heureux, cet homme-là. Il était en train de baisser le cul de son chien, mais en tout cas, ça m'a fait passer à ça le matin, c'était très drôle. Les petits yeux de chien qui fait comme je pense que j'ai fait une gaffe. Ouais. Sacré Gina. Sacré Gina. Ouais. Fait que vas-y, Martin, fusillade. Écoute, moi, je vais vous conter une anecdote que j'ai vécue dans les promenades du boulevard à Dolbeau-Mistassini. Un charmant jeune homme que Matt et moi, on appelle affectueusement Pain-Boule depuis, depuis cet épisode. Un moment donné, C'est ce qui est parfait. un moment donné, je m'adonne à être à côté de Pain-Boule pour marcher dans le centre d'achat. Je suis pas ami avec, là. Mais j'ai assisté à la scène. On passe en avant de la Dans le fond, brasserie. c'est cette anecdote-là qui l'a baptisé. là. C'est ça, c'est Ouais. ça. C'est la naissance de Pain-Boule. Ouais. là. Puis La genèse. la jeunesse. La genèse de Pain-Boule. Et Chris. Puis on passe en face de la brasserie chez Noël. Pour ceux qui connaissent pas le coin, la brasserie chez Noël, écoute, on peut dire que c'est une institution dans les Ben oui. brasseries. Là, Oui. puis, T'allais manger là hier, justement. bon, hey, gars, Matt Ouais. Lévesque va manger là, c'est une institution. Puis sur l'heure du midi, la table drette sur le côté du centre d'achat, il y a comme une porte coulissante qu'on voit à l'intérieur de la brasserie. Puis à cette table-là, tous les midis, il y a 2 hommes d'affaires de Dolbeau qui vont manger là. Puis, Toujours, même toujours, table, toujours à à même table. même table, sont toujours là. Ouais.
Puis un moment donné, c'est ça, moi je suis Pain-Boule dans son périple dans le centre d'achat. Puis il était en train, il avait son cellulaire sur le bord de l'oreille avec une toune qui jouait, c'était genre y a rien de plus cruel qu'un baiser. Mon Dieu. Puis il chantait. Ça existe pas, cette tune-là. Il chantait à tue-tête. Tout le monde l'entendait dans le centre d'achat. Puis là, maintenant, arrive en face de la table des deux hommes d'affaires prospères de Dolbeau. Il n'y a rien de plus cruel que... Il arrête bien sec. Il se dirige vers la table. Pogne un pain-boule dans le panier de la table des deux hommes d'affaires. Puis il s'en retourne. T'as rien de plus cruel qu'un baiser. Il a volé un pain-boule. Il a arrêté bien sec, voler un pain-boule, mais c'était de voir la face des deux messieurs qui étaient comme... Qu'est-ce qui vient de se passer là? Puis moi qui est comme... je me fends la rate dans le centre d'achat. Pain-boule. Ouais. Qu'on a vu, on le voit partout, hein, Pain-boule. Il fait beaucoup de vélo, hein, toujours en vélo. En vélo avec un sac à dos dans lequel il y a soit une guitare ou un bat de baseball. C'est deux amours, la guitare et le baseball. Mais non, il aime le soccer aussi. Il aime le soccer, ouais. Matt puis moi, on joue au tennis un moment donné, puis il y a un grand terrain de soccer à côté du terrain de tennis. Oui, c'est sûr. Puis il est là-dessus, toi, avec un... il se botte lui-même un ballon de soccer, puis il court après, puis il a du fun. Mais là, il se met à radoter, hein. Puis il se met à faire des mises en situation. Et là, c'est Souben qui passe à Zetterberg. Et les Pingouins gagnent! Là, écoute... Go Nashville, go! Go Nashville, go Nashville! Hey, il se bat. T'as plus d'un c'est d'une tristesse. Se botter le ballon. Tu sais, moi, des fois, ça m'arrive une couple de fois d'aller genre au terrain de tennis avec le petit mur de bois pour juste... Ah oui, oh boy. Juste frapper là-dessus, tu sais. Et puis, tu sais, au tennis, ça reste que, tu sais, c'est le fun d'avoir un partner, mais hey, joue au soccer tout seul. Là, Puis des fois, il se le battait loin. Ouais, il se le battait loin, il partait à la course. Go Nashville, go! Puis il criait. Puis, moi, ce gars-là, il est venu l'autre fois à SAQ, hein, je l'avais compté, Martin. Ouais. Il est venu à SAQ, puis d'abord. Puis tu sais, on soupçonne une consommation de drogue dure, là, parce que tu sais, il y a de la parlotte pas mal, puis il est comme. Et puis il avait comme parqué son bicycle comme un char en le reculant, là. Puis il avait pris un stationnement au complet pour son bicycle, tu sais. Puis il y avait genre, tu sais, plein de petits sacs, publisacs qui pendaient après le guidon, là, tu sais, tu voyais que. Je sais pas, il était en train de faire des emplettes puis tout ça, puis là il débarque à SOQ, puis là premièrement c'est sûr qu'il achète rien, il n'y a pas une crise de scène, tu sais. Puis il est juste débarqué à SOQ, puis là il checkait genre, il dit ils sont où les petits formats, puis là je lui montre ça, c'est juste là-bas, là. OK, puis là il est là, puis il se mord les lèvres, puis il a l'air d'être gelé raide. Puis là à un moment donné, il fait juste me regarder, puis là il dit hey, la fille là, le coureur des bois, vous avez ça ici? Je dis oh ouais, on l'a ici. Tu l'as en crème comme ça pour aller dans un café, puis tu l'as en whisky aussi pour te faire des petits drinks. OK. Puis ça, là, c'est à l'érable, ça. Je fais comme, oh oui, c'est à l'érable. Et tabarnak! Puis il est sorti. Le gars, il aime pas l'érable. J'ai dit, Chris, il s'en va. Non, il aimait ça. Au contraire, il aimait vraiment ça. Il avait la tête des arbres. Il a fait, et tabarnak! Puis il est sorti. C'est comme, il va chercher du cash dans son public-sac. Mais non, avoir une 60aine de piastres de plus dans mes poches, je m'en pognais. Ah, si boire, man. Non, mais c'est tout qu'un personnage. Ah, il y a eu aussi, tant qu'à parler de personnages, le gars qui est arrivé avec son 2 litres de fruité pendant qu'on jouait au tennis. Pas beaucoup de dents dans la bouche, le monsieur, puis ah oui. il avait l'air d'un lendemain de pinotte terrible. Ça fait longtemps pas voir ça, moi, au tennis, mais moi, dans la racune, il l'essayait un peu, dans la racune, il frappait une coupe de balle, dans la racune, il l'essayait, dans la racune. Matt, il me regarde, puis dans sa face, c'est marqué « On va y dire oui », puis c'est clairement toi qui joue contre, drapeau. Ben, Chris, il me clenche. Ah ouais, t'as le gars en jogging avec son 2 litres de fruité rouge, puis on fait comme Chris, ça va être un désastre. Pogne ça, il te smash ça, Martin. Le gars, il n'est pas perdu ben. Christy, il est bon en plus. Tu sais, la semaine passée, ou il 2 semaines, on parlait des boys. Ben, je me suis senti un peu comme Patrick Huard au début, là, avec l'équipe, pas de la Guadeloupe, mais les Noirs, là, puis on est ici pour apprendre. Ah, ben, vous allez apprendre, les gars, tu sais. Ouais, exact. Ils se font sacrer une volée, mais je me suis senti un peu comme ça. 6261, hein? 6261, numéro de téléphone à PY.
Ouais, on n'a jamais joué ensemble, d'ailleurs. D'ailleurs, hein, fruité, on dirait qu'à chaque fois que je vois une bouteille de fruité, je pense à ce gars-là qui est arrivé. Puis, dans la clôture, en plus, nous autres, on fait un Christy de saut. Hey les gars, avec le fruité, j'étais comme... Ah, des beaux personnages. Mais il y en a un petit peu partout de ça, des personnages là même. Là, hein. On n'est pas juste à Dolbeau. Là, mais d'ailleurs, on vous invite dans les commentaires à nous décrire les personnages qui sont dans votre coin. Ou si vous en connaissez. Toujours avec civisme. Oui, toujours avec civisme. Ben oui. Ouais. Ça forge l'histoire des personnages comme ça. Ben voilà. Exact. Traverse les époques. Hey, on va passer au tour de table comparé, les boys, ça vous tente? Ben, let's go. Yes, on vous rappelle le tour de table comparé. On a préparé des chroniques, chacun de notre bord, une petite chronique individuelle. Fait qu'on va vous partager ça. C'est qui a l'honneur de commencer ça? Ben, je peux me lancer. Ben ouais donc, vas-y donc. Écoute, cette semaine, je vous parle de certaines us et coutumes Bon. étranges, bien sûr, à travers le monde. Et on va commencer ça léger. En Grèce, ils n'ont pas de fée des dents. Vous êtes shaké, hein? Oh, Vous devriez voir l'atmosphère en studio, il est coupé au couteau. Ce qu'ils font en Grèce avec les dents de bambin, ils les lancent sur le toit de la maison. Puis ça a comme but de porter chance et d'assurer la santé de la dent qui s'en vient. OK. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, hein? Fait que, C'est bon, ça. Il dit c'est bon. Moi, tout ce que je pense, c'est l'épisode de Breaking Bad. Et vous écoutez ça, hein, que le gars tire la pizza sur le toit. Dans sa maison. Ben, d'après moi, il pour assurer la santé de la prochaine pizza. Ouais, là, c'est que les toits ont des dents, peuvent manger de la pizza, tu sais. Voilà. Bon, un autre, quand même assez léger. Au Venezuela, arriver à l'avance lorsqu'on vous invite à quelque part, arriver en avance ou à l'heure, c'est considéré comme un geste très impoli. Tu passes pour quelqu'un d'impatient et de gourmand. Tu passes pour quelqu'un qui... Mettons, tu te fais inviter à souper, tu arrives à l'heure, ben ils se disent on sait bien, maudit gourmand impoli. Ils suggèrent d'arriver 10 à 15 minutes plus tard. Si vous allez au Venezuela, moi je me suis dit, quand j'ai vu ça, pourquoi juste pas dire arrive à 7h15 au lieu d'arriver à 7h. Je trouve ça bien. C'est très niaiseux. Mais ça, on pourrait ouvrir un petit débat là-dessus. Vous, les spectacles, quand vous dites 8h, moi j'espère que ça commence à 8h, pas à 11h30. Ouais. Pour les gens qui sont en retard, qui ont des soupers, qui sont, tu sais, veut dire, c'est quoi votre opinion là-dessus? Moi, il me semble que quand on fait une game d'impro, on commence à 8h, on n'attend pas jusqu'à 8h30, 9h qu'il y ait du monde. Là. Je sais pas c'est quoi la philosophie derrière ce comportement-là. Puis même à ça, je trouve que c'est un couteau à double tranchant parce que, mettons, le monde dans un bar se dise le show est booké à 9h, mais arrivé à 11h, il commence jamais avant 11h30. Fait que tout est tout le temps décalé. Tout est décalé, ouais. Ben, c'est la grosse différence aussi, je pense, entre les cabarets spectacles ou les salles de spectacle puis les bars. Là. Les bars, le monde, il retarde tout le temps parce qu'il dit le monde va arriver plus tard. Puis c'est vrai que ça fait zéro professionnel, mais un show qui t'annonce à 9h puis qui commence à 9h d'un bar, c'est quand même assez rare. Là. Mais moi, j'ai été un spectateur léger. J'ai failli être déplaisant vendredi passé. On se fait un souper entre amis, puis là, il y avait le show à Simon Trottier au Coureur des Bois. Puis on décide d'y aller. Le show était à 8h30. Mais tu sais, une fondue, tu sors de table vite, tu sors de table tard, tout. On est arrivé au Coureur des Bois, il était 8h35. Puis moi, j'avais dit au monde avec qui j'étais, je vous le dis, si le show est commencé, je ne rentre pas. Parce que, alors, moi, arrivé, puis en plus, tu te sens fondu à plein nez. Déranger l'artiste parce que tu arrives en retard à l'heure du show, non, ça me tentait pas, mais finalement, tout s'est bien passé. Ah oui, on a commencé. C'est Matt Lévesque qui commençait. On a attendu que tu arrives. C'est mais... Ouais. Mais c'est ça, moi, je suis pour que le show commence pas à l'heure pile, mais l'impro, on commence pas mal tout le temps à 8h. On commence tout le temps à 8h. C'est un mercredi aussi, là. C'est en plein milieu de semaine, on veut que les gens soient rentrés à la maison pour 10h, tu sais. Pour aller se coucher et être prêt pour la job le lendemain. Mais c'est sûr que la fin de semaine, tout est plus relax. Mais j'avoue que des fois, là, c'est de l'abus, là, attendre trop longtemps. Je me souviens, moi, être déjà assis dans des bars à Québec à 9h, le show commence à minuit. À un moment donné... non, là, 3 heures, ça n'a pas de sens. Là, on est capable de vivre avec un 10-15. Là, on est capable de même, à la limite, un 20 minutes de... Mais ouais, là, j'avoue que 3 heures... En même temps, c'est un manque de respect pour les gens qui se présentent à l'heure. Ouais. Pourquoi? Pour avoir 7, 8, 10 autres personnes qui vont consommer à ton bar. T'sais. Mais je pense que c'est un bon point. Le fait que c'est des bars ou des salles de spectacle, ça fait une grosse différence. Ben oui, vraiment.
Vraiment. Puis tu sais, à quel point, tu sais, si t'es là à 9h puis le show commence à minuit, à quel point t'es encore excité de voir le show. Là. Moi, parce que moi, Je suis déjà parti. Moi, c'est toujours mon plus moment d'énergie, préféré. C'est toujours mon moment préféré, moi. La premier accord, première tune qui start, là, c'est vraiment, tu sais, le show commence, c'est ça qui est le fun. Mais tu sais, oublie ça. Ça fait 3 heures qu'elle t'attend dans le bar en train de siroter des drinks. Là, à un moment donné, tu fais comme, hey, ça me tente plus vraiment de le voir, ce show-là. Là, Non, c'est parce que t'as pas l'énergie non plus quand t'attends, puis t'attends. Le show commence. C'est comme t'es brûlé d'attendre. Ben oui, exact. Au Venezuela, là, les shows, ils commencent à quelle heure, eux autres? Au Venezuela, la dernière fois que un spectacle a eu lieu à l'heure. OK, on va continuer avec... sur l'île de Sulawesi, en Indonésie, il y a le rituel Manene, qui consiste à... une fois par année, ils exhument les morts pour les laver et les habiller, allant même jusqu'à les promener dans les rues avec ses proches. Ben voyons donc. Oui. On n'est pas dans les vrais ou faux, c'est vrai. Puis il y avait même des photos sur les articles. J'ai trouvé plus qu'un article là-dessus. Et ça leur aurait comme but d'aider les gens à accepter le deuil, à accepter le départ de la personne. Les déterrer. Ça t'aide. Ouais. Ouais. Il me semble la dernière image que je vais avoir de quelqu'un, c'est quand il était vivant puis heureux, pas. Tu te rappelles-tu de mon oncle Jean-Paul? Il était bien plus beau de son vivant. Ouais. On l'a déterré la semaine passée. Là. Pas chic. Ouais, c'est spécial. Hein? Ouais. Après ça, en Écosse, la future mariée est couverte de choses dégueulasses allant de poissons pourris, lait caillé, de la bouette, name it. Et le but de ça, c'est que si elle survit à cette épreuve écœurante-là, elle va survivre au mariage. C'est juste ça. Christy. C'est ça. De poisson pourri. Ouais. Si le cœur il lève pas pendant cette épreuve-là, ça veut dire que son mariage va... Poisson pourri, ça me rappelle un certain bonbon que tu as déjà mangé. Ouais. Tu sais, là, les fameux, je devrais même dire les astes de fameux bonbons. Là, les jelly beans. Ouais. T'en as qui sont bons, pis t'en as qui sont pas bons. Tu sais, t'as poisson pourri, lait caillé, vomi, mais t'as aussi melon d'eau, ananas. Pis, bouffe de chien aussi. Une soirée chez Matt, il dit ah, j'en ai de ces bonbons-là, on essaye. Mais le premier que je mange, je tombe justement sur lait caillé. Deuxième, je tombe sur poisson pourri. Matt me regarde, dit, ah ouais, on en prend un troisième, et là, tabarnak! Roter le poisson mort toute la soirée. Ça me fait rire parce que je les ai montés dans le bois cette semaine, puis ma belle-mère est tombée sur le lait caillé, puis le lendemain matin, elle a dit, j'ai encore ce goût-là de pogner dans la gorge. Le lait caillé était rough. J'ai jamais rebu de lait. On salue ma belle-mère Guylaine, qui est en train de roter du petit lait sûr à la maison. Ça me rappelle... Ça me rappelle franchement mon initiation d'université, ton affaire. De mariage? Oui, de mariage. À la dernière journée d'initiation, on allait dans un camping perdu, ça arrive sud de Québec, puis ils nous garochaient n'importe quoi dessus. Là, c'était... Mais gars, ça marche. Parce que j'ai encore toffé, je suis encore dans le même job que je suis. Ben voilà, oui, c'est et ça. voilà. Ça vient de prouver toute l'histoire. On va rester dans le mariage. Celle-là, je la trouve quand même assez loufoque. Dans le peuple qui s'appelle le peuple Tuya, en Chine, la future mariée pleure 1 mois de temps avant son mariage pour montrer sa joie. Mais là où je trouve que ça devient de plus en plus loufoque, c'est que dans le mois où la future mariée pleure, après 10 jours, sa mère se joint à elle, puis elle pleure aussi. Et après un autre 10 jours, c'est la grand-mère. Voyons, c'est une chaîne. Jusqu'à la fin du mois. Fait que là, tu sais, les 10 derniers jours du mois, t'as la mariée, la mère et la grand-mère qui pleurent pour montrer leur joie. Rendu au mariage, je sais pas comment que ça vous doit faire des maudites belles photos de mariage, les yeux bouffis. Ouais, le mascara qui coule. Le mascara coulé, puis écoute, c'est vraiment une belle tradition. Daniel Bélanger, sa sœur, elle venait-tu de là, elle? Je t'ai pleure. Ben oui, c'est ça. Pleure, non, je penserais pas. Elle montrait pas sa joie dans la chanson, vraiment. Là. On va l'appeler. On va appeler Dan. Les shows de Daniel Bélanger, tout le temps en retard. Oui, ouais. 10-15 minutes, t'arrives pas là d'avance. Non. Une dernière, au sud de l'Inde, ils jettent les bébés en bas du toit d'un temple. Puis sur le sol, c'est les spectateurs qui attendent avec un drap tendu.
ce rituel-là a comme but de permettre au bébé de prendre son envol. Fait qu'il garoche le bébé en bas d'un temple. Comme le roi lion, mais il le laisse aller. Comme le roi lion, sauf que, ouais, tu gâches là, il l'échappe en bas, lui. Puis depuis 5 siècles, aucun accident répertorié. 5 siècles. Ça fait 5 500 siècles ans. qu'ils font ça. Christy, Puis il n'y a eu aucun accident répertorié. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. sûrement une petite foulure quelque part à m'amener. Mais là, ils disent que c'est une tradition là, qui tend à partir. Ah oui, c'est ça. Mais, Ah ouais? ouais, lancer des bébés en bas du toit d'un temple, ça se perd. Prends-tu des draps Dommage. contours ou des draps... Écoute, ça dépend. Ça peut aller du drap de flamalette à... Question de marde. Essaye de développer là-dessus. Essaye de surfer un peu là-dessus. c'est ça. Non, c'est des draps contours. Fait que comme ça, le bébé, Parfait. il est prêt. Il y a les nouveaux draps égyptiens aussi qui sont particulièrement doux. Là. Oui. Tu essayerais ça à la maison. En bambou égyptien. En tout cas, bref. Oui. Vous essayerez ça de lancer un bébé en bas d'un temple sur un drap égyptien. Ouais. Ouais. On en lance pas assez de bébés. Non, Hein? moi, j'ai pour mon dire que lancer un bébé par jour, c'est tout. Ouais, c'est... Fait que c'est ça, les us et coutumes. Il y en Ben. avait d'autres, là, mais c'était pas disable. Ouais, ben merci beaucoup, Martin. Hein, on en a appris. Écoute, on en a appris. On continue notre tour de table. Tu veux-tu que j'y vais? Je m'enligne-tu? Ou, Vas-y, Matt, t'es bien Ouais. parti. Bien parti. Moi, cette semaine, les gars, j'ai envie de vous parler de... Moi, j'étais un gros fan de Canal D. J'aime beaucoup écouter Canal D. J'aime beaucoup écouter les émissions du crime. Et j'ai décidé de vous parler d'un criminel québécois qui a semé un peu la terreur dans les années 70. Je vous parle de M. Richard Blass. Est-ce que vous connaissez Richard Blass? De nom. De nom. Je vais vous parler de Richard Blass un peu. Richard Blass qui est né le 24 octobre 1945. Typique un peu d'une famille dysfonctionnelle avec 2 frères qui d'ailleurs ont été criminels aussi. Mario puis Mike Blass. Mike a un petit peu été influencé par Richard, là, mais Mario était vraiment un criminel notoire qui était surtout pyromane, brûlait beaucoup de trucs. Et puis, c'est l'enfance classique du gars qui est allé d'une école de réforme puis que ça n'a pas marché. Et puis, à un moment donné, il s'est mis à faire des petits coups. Et puis, soupçonné de 21 meurtres, M. Richard Blass. Soupçonné. Par pyromanie. Non répertorié! Non, mais 21 meurtres. Et puis, hey, tu sais, la première fois, il faisait de la boxe dans un club de boxe. Puis, à un moment donné, il a perdu un combat. Et puis, tu sais, le gars contre qui il se prenait, c'était quelqu'un qui il avait un bel avenir dans la boxe. Tout ça. Puis, il a poignardé le gars. Puis, il a mis fin à sa carrière en même temps. Et puis, ça a vraiment été quelqu'un que Richard Blass, c'était quelqu'un un criminel qui était. À l'époque, tu sais, je veux dire, c'était peut-être plus dur. Les prisons étaient c'était moins difficile de s'évader de la prison. Et puis les prisonniers, quand ils s'évadaient, ils faisaient la une des journaux, mais ça devenait comme un peu des génies du crime, ça devenait des stars aussi. Et Richard Blass, c'était quelqu'un qui recherchait vraiment beaucoup l'attention. D'ailleurs, à un moment donné, après sa 3e évasion, il s'est évadé de prison 3 fois. Après la 3e fois, les policiers, à un moment donné, ils disaient on n'a pas de photos récentes pour faire la pub dans le journal, tout ça. Ils disaient ah ouais, mais c'est comme pire en photo que des mitraillettes. Il a envoyé sa propre photo, comme baveux en salle. Là. Fendant. Ouais, fendant, très fendant. Il a appelé tu sais, j'ai écouté un reportage parce que Claude Poirier l'a côtoyé beaucoup là, dans sa carrière. Puis, tu sais, il l'avait testé un moment donné, le Claude Poirier. Là, il avait comme appelé à la station radio que Claude travaillait. Puis, il avait dit, check, en ce moment, je suis à cette adresse-là. Puis, tout ça. Et puis, il avait testé voir si Richard Blass, si Claude Poirier, il était franc. C'était quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Fait que, tu sais, Claude s'est présenté à cette adresse-là, mais tout seul. Pas accompagné des policiers, tandis qu'il aurait pas appelé la police pour aller faire l'arrestation. Et lui, il était juste sur le toit de la maison d'en face, puis il a tout surveillé ça. Quand il a vu qu'il est venu tout seul, il a fait... Tu tuais des bébés. Ouais, sûrement, t'as droppé 3-4 bambins. Ouais, puis fait que là, il a vu que Claude Poirier était un homme de confiance en qui il pouvait... Souvent, il passait par lui pour faire des messages. Et puis ça a été, genre, tu sais, quand je vous parlais de... c'était quelqu'un qui avait une gang avec lui, et puis il détestait beaucoup que les Italiens aient le contrôle de la mafia à Montréal, puis c'est quelqu'un qui a déjà essayé de tuer le fils du parrain de la mafia, Franco Troni, et puis... Pas un peu heureux, hein? non, ouais, vraiment, c'est non, c'est vraiment pas un peu heureux, puis Ça c'est prend ça. une bonne paire de burnes. Ouais, vraiment.
Puis vois-tu, les Italiens mettaient des contrats sur sa tête. Et c'est souvent, il s'échappait, puis il recevait des balles, mais il a déjà essayé de brûler un motel où il dormait un soir, s'est évadé. Il y a des innocents qui sont morts brûlés, tout ça. Et là, c'est là qu'il est devenu, après ses 3 évasions, son surnom qui s'appelle le Chat. Richard Blas, on l'appelait le Chat parce que c'était un criminel qui échappait toujours, il s'évadait de prison, mais il échappait toujours des fusillades. Le Chat qui est également le surnom de ta blonde? Oui, exactement. Ma blonde aussi qui est rentrant dedans, justement. Elle était à Orsainville, on la salue. Grosse semaine. Elle fait son temps. Mais dans le fond, Richard Blas, lui, ce qu'il voulait, quand il s'est échappé de prison, il avait contacté son avocat, c'était Frank Choufi, puis il avait demandé à son avocat de passer par le solliciteur général pour aller visiter la prison où ce qui était, c'est à Saint-Vincent-de-Paul. Il y avait un bloc cellulaire, le bloc numéro 1, qui disait que c'était des conditions de détention inhumaines. On le voit un peu dans le film de Mesrine, je ne sais pas si vous l'avez écouté, film avec Vincent Cassel. Ça fait longtemps, oui. Ouais. On le voit, c'est d'ailleurs pour ça qu'il veut s'évader aussi, Mesrine, qui s'est évadé de cette prison-là. Et puis lui, il est passé par son avocat pour faire passer le message. Puis là, il a dit aussi, là, moi, là, s'il n'y a pas des journalistes qui se pointent là-bas pour voir les conditions de marde dans lesquelles on est, 23 heures sur 24 d'une petite cellule avec des rats, pas de bouffe, c'était vraiment ça, là. Puis il disait que c'était une place à fabriquer des monstres. Il disait ça parce qu'il dit, moi, en détention là-bas, j'ai viré fou. Puis là, quand il s'est évadé la dernière fois, évasion très spectaculaire, qu'il y avait daté une fille qui avait déjà sorti avec Jacques Mesrine. Il avait amené un gun, pogné le gun, pété à vite, pogné des otages, des gardiens en otage, puis ils se sont évadés de cette prison-là. Hey et puis là, quand il est évadé pendant cette cavale-là, il avait comme dit à son avocat, moi, il faut qu'il se passe de quoi, il faut que les journalistes rentrent dans la prison, parce que bientôt, il y a du sang qui va couler. Et c'est là qu'il a fait vraiment un esti de gros coup d'éclat. À un moment donné, il s'est pointé dans un bar qui s'appelle le Gargantua. C'était un bar qu'il allait souvent. Et il avait appris que le gars, le tenancier du bar, est un ancien policier qui était délateur. Fait qu'il est comme rentré dans le bar. Il a tiré le gars, direct en rentrant dans le bar. Et ce qu'il a fait, parce que là, il n'y avait pas encore de journaliste qui avait été, puis il avait l'impression de faire rire de lui. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pogné les 13 personnes qui sont dans le bar, il les a enfermées dans le petit frigidaire à bière, et il a crissé le bar en feu, puis il a tué 13 personnes de même. À partir de ce moment-là, même Claude, il dit, moi, je ne pouvais même plus rentrer en contact avec, il était devenu fou. Puis là, la police, à un moment donné, il y avait un policier qui était comme surnommé le Kodiak. Je pense, c'était Albert Lisacek. C'était un policier qui était comme zéro corrompu, puis qui avait une réputation très tough. Un policier qui niaisait pas, puis qui hésitait pas. Et puis à un moment donné, lui-même le contait dans une entrevue que vous écouterez sur YouTube, tout le monde en parlait. L'émission Tout le monde en parlait. Il y a un reportage sur Richard Blas qui est très intéressant. Et lui, c'est ça qu'il comptait. À un moment donné, il était avec une vanne, puis il transportait Richard Blas pour aller à un procès. Puis là, à un moment donné, lui, il disait en joke en arrière, Richard Blas, il dit, qu'est-ce que tu ferais, Lisacek, si à un moment donné, mes chums, ils arriveraient, puis ils bloqueraient le chemin, tu serais dans la merde, hein, Lisacek? Il dit, écoute bien, Richard, s'il y a un de tes chums qui me bloque le chemin, la première affaire que je fais, c'est que je te calisse une balle dans la tête. Et à partir de ce moment-là, les deux pires ennemis, il a fait « Ah ouais, ok ». Et à partir de ce moment-là, les deux, il y avait comme une guerre entre les deux. Et jusqu'au jour qu'à Val-David, le 24 janvier 1975, un peu après sa dernière évasion, c'était en octobre 1974, ils sont rentrés dans un chalet. Et puis on a appris, là, une couple d'années, parce que là, il disait que c'était de la légitime défense, Richard était armé, puis tout ça. Et c'est même pas vrai. Le monde sont rentrés dans le chalet, puis tu sais, comme Claude, il dit, ils ont fait son procès dans le chalet à Val-David. Puis, tu sais, ils l'ont vraiment tiré. Il se rendait, bref. Il avait comme dit à ses amis dans le chalet qui étaient avec lui de sortir. Puis, il dit, je vais me rendre. Les autres sont rentrés. Ils l'ont criblé de balles, 28 balles dans le corps. Puis, c'est ça qui a mis fin à sa carrière criminelle. Un peu comme un trophée de chasse. Ouais, exact. C'est vrai. Penses-tu que... T'sais, il a commencé par un petit délit, puis il s'est rendu à faire des affaires de plus en plus grosses. Si on parlait du boss de la mafia, mettre le feu, penses-tu qu'il essayait toujours de repousser ses propres limites à lui-même, ou il essayait de repousser les limites du crime pour être reconnu le plus possible par après? On en reparle encore aujourd'hui. Ouais, il y avait ce côté-là de vouloir être populaire aussi. C'était quand même un bel homme qui sortait avec des belles femmes. Revendicateur par rapport à ses conditions de détention. Mais là, il était rendu fou un peu après sa dernière évasion-là. Puis il avait plus peur de rien. Puis même Claude, il dit, j'avais rarement vu quelqu'un d'aussi malin. Puis tu pouvais plus... Claude, il en a vu, là. Oui, il en a vu. Oui. Mais on parlait tantôt de Jacques Mesrine. Son procès lui a été fait aux portes de Clignancourt quand ils l'ont fusillé direct dans son char aussi. Là. Il prenait plus de chance à la fin. On l'arrêtera pas. Mais je les comprends un peu en même temps. On l'arrête, il s'évade tout le temps. Puis quand il s'évade, il faut à la marde.
Puis c'est moi ce qui m'a fait capoter, tu sais, parce que moi, un moment donné, j'étais avec mon père, puis j'ai parlé de cette histoire-là. Je dis, tu sais, j'ai commencé à écouter des films sur le crime, puis tout ça. Puis as-tu connu ça, toi? Et mon père m'a conté. Là, puis il dit, ça n'a pas de crise de sens. Il dit, je vais te raconter de quoi? Il dit, moi, ça s'est passé genre fin octobre 1974, là, l'incendie avec. Ça s'est passé entre octobre puis janvier. Puis mon père, il m'a conté que la veille, 24 heures avant que le feu se passe, puis il tue 13 personnes, mon père était dans ce bar-là. Il restait à Montréal à l'époque. Puis il s'est endormi au bar vers 1h du matin. Puis c'est le gars du bar, il a fait, hey, Chris, ton cachez-vous, là, tu dors sur le bord. Il a fait que 24 heures plus tard, Mathieu, il dit, je me serais fait réveiller par Richard Blas qui dit, toi, tu rentres dans le col. Puis, Chris, je serais pas là pour vous conter ça. C'est quand même assez pété. C'est vraiment, vraiment capoté. Mais si vous voulez, allez voir tout le monde en parlait sur le YouTube. Puis après ça, oui, il y avait une série aussi, Le Négociateur, qui a été tournée sur les trucs de Claude Poirier. Série que je ne suis pas capable de trouver. J'ai tellement aimé ça, cette série-là. J'ai dévoré les 3 saisons. C'est avec Frédéric de Grandpré qui faisait. Puis le rôle de Richard Blas était interprété par Éric Lapointe. Okay. Puis Éric Lapointe était vraiment sa grosse coche. Il était vraiment cool, là. Rentrait dans la station de radio avec un gun à un moment donné pour une prise d'otage. Puis c'était, tu sais, il l'avait, là. Même que le réalisateur, il parlait, j'ai checké dans le making-of, puis il disait, tu sais, moi avec Éric, je m'attendais à ce qu'il rentre un peu en retard sur le plateau, qu'il soit un peu tout gras. Il dit, c'était le gars le plus professionnel du plateau. Il dit, il arrivait à l'heure, il donnait tout, puis il était écœurant. Vous pouvez écouter aussi un film qui a été fait par Robert Morin. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la filmographie de Robert Morin, réalisateur qui fait du docu-fiction pas mal. Puis il a fait un film sur l'histoire de Richard Blas. Un film qui s'appelle Requiem pour un beau sans cœur. Ah, ouais. C'est Gildor Roy qui interprète Richard Blas. Très bon. Crise de bon film. Ouais. De plus en plus, les séries de crimes sont populaires. T'sais, on pense mais non seulement à Netflix avec Making a Murderer, Innocent Man, Confession Tapes. C'est de quoi? On dirait que l'histoire de ces gens-là est rendue vraiment intéressante malgré ce qu'ils ont pu faire. T'sais. On se souvient du film avec Luc Picard sur Moïse Thériault. Ça, c'était inquiétant. Ça, oui, très, très. La face à la fin dans le char. Là, non, Luc Picard, moi, je suis vendu Luc Picard, mais ce film-là, c'est quelque chose. Là. Puis, tu sais, ça va peut-être nous toucher plus parce que c'est des affaires qui se sont passées pour de vrai à des gens innocents. Tu sais, mais quand tu vois ces tueurs-là dans faire le confession aussi, les yeux vides, tu fais. Ils sont pas dans le même game pantoute. Là. Non, puis tu sais, c'est pas toutes des caves, là, je veux dire, c'est du monde. Non plus. C'est des plus. bright aussi. Mais tu sais, il y en a qu'on dit c'est des génies du crime. Ouais. Parce que. Mais tu sais, faut que tu sautes la coche. Moi, c'est ça que j'aime de regarder ces genres de choses-là. Que tu te dis, mon Dieu, c'est quoi le déclic qui fait qu'à un moment donné, tu vas faire une tuerie, que tu vas faire. Faut que tu sautes une coche, là. Ouais. Ça, c'est plus macabre, mais tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup aux braqueurs de banque là, qui avaient comme des coups de prévus. Là. C'est des. Moi, ça, je trouve ça. Les films avec Ocean Eleven. Ouais. Mais non, mais j'aime bien aimer le dernier tunnel avec Michel Côté qui parle. Oui, super bon, ça. Marcel Talon qui avait fait un plan de. Ça avait pas de sens, cette affaire-là. Creuser un tunnel dans les égouts de la ville de Montréal pour aller voler une banque, là, puis il s'est fait pogner à cause d'un arbre qui a comme pété son tunnel. Il était si près du but, mais ouais, c'est malade. Ouais, mais c'est la grosse mode aussi, là. T'en parlais avec Netflix, là, j'ai commencé à écouter celui-là sur Ted Bundy. C'est Ted Bundy qui est vraiment un bel homme qui charmait des filles d'université, puis qui était d'une violence, ça n'avait pas de Christi de sens, mais... Oui, on dirait que c'est de plus en plus démocratisé. Là. J'écoutais aussi des commentaires, des documentaires sur les gens de la mafia. Là. Ils en parlent comme... C'est pas une glorification, mais c'est vraiment... les gens, c'est quasiment rendu comme une science. Là. Ils décortiquent les comportements, les pourquoi, la personnalité des gens. C'est super intéressant. Là. Ouais. Fait que c'est ça. On avait appris un petit peu plus sur Richard Blas, puis grâce à... Richard Blas, il manquait de tuer mon père! On salue son cousin DJ. Ouais, DJ. Je me suis retenu. Tu y as pensé? Depuis le Fred de ceux qui ont écouté le dernier épisode, le Fred de la pointe de pizza, écoute, je fais attention à ce que je dis. Ben non, vas-y là-dedans. Vas-y là-dedans. Je voulais pas te couper pour DJ Blas. On salue son DJ. Hey, Son cousin. Son cousin DJ. Hey, faut avoir le référent.
Ouais. Bon, on va terminer ce tour de table de comparer avec mon sujet. J'ai décidé de vous lancer, les gars, la question qui tue. Oh non. On en entend parler partout dans les médias depuis longtemps. La question s'intitule « Y a-tu trop d'humoristes au Québec? » Personnellement, je pense que oui, il y en a plus qu'avant. L'école de l'humour pond des nouveaux humoristes à chaque année, mais on dirait que de plus en plus, un peu comme la musique, les gens peuvent trouver quel genre d'humour ils s'attachent plus. Il y a des humoristes qui sont plus de la relève, il y a des humoristes qui sont beaucoup plus trash, il y en a qui sont beaucoup plus absurdes, il y en a qui vont aller vers plus, je ne veux pas discriminer, mais je parle de nos parents, là, les plus vieux, François Léveillé, François Massicotte, l'humour plus classique, là, Yvon Deschamps, tout ça. Mais à mon avis, il n'y en a pas trop. Par contre, je pense qu'il n'y aura plus jamais des humoristes comme dans le temps qui vendent 500 000 billets. Là. Je pense que c'est devenu un peu plus... une espèce de menu à la carte qu'on peut choisir de plus en plus. Plus t'as d'offres, plus t'as de choix de spectacles, plus tu divises la clientèle. Ouais. Parce que c'est pas tout le monde qui consomme de l'humour au Québec. Là. On va se concentrer sur le Québec. C'est pas tout le monde qui va voir des spectacles d'humour. Fait que si t'as plus de spectacles avec autant de monde qui vont voir, ben au lieu d'avoir 20 personnes à un spectacle, tu vas en avoir 10-10. Tu sais, tu splits. C'est quand même la majorité des gens qui s'intéressent à l'humour, je pense. Puis, tu sais... Ben, il disait qu'un billet sur 3 de spectacle qui est vendu au Québec, c'est de l'humour. C'est de l'humour. Ouais, c'est vraiment un gros marché ici. Tu sais, toi, Matt, t'as fait un peu de tournée un peu partout au Québec. On s'entend qu'il y a des soirées d'humour autant qu'il y a des soirées d'impro dans les bars. Là. Tu peux aller voir de l'humour 7 jours sur 7. Là. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça vaut la peine? Ou à un moment donné, est-ce que tout le monde essaye de s'approprier un peu l'humour pour en faire sa propre soirée pour se rendre rentable? Ouais. Ça a changé le marché pas mal aussi d'avoir cette offre-là, puis de voir que l'école de l'humour marche de plus en plus, puis qu'avec la mode aussi des podcasts, puis de voir des humoristes qui parlent de leur métier, on dirait que plus de gens veulent l'essayer. Ce que je trouve, c'est le gros problème qu'il y a toujours eu aussi, je trouve que c'est comme il y a une montréalisation du milieu, parce que quand tu sors de Montréal puis que tu vas dans des soirées, tu es bien payé, puis que tu peux faire un petit peu plus de temps de scène. À Montréal, le terme qui va revenir, c'est des soirées de rodage. C'est du rodage. Tu fais genre 8 minutes, tu es payé 25$. Moi, personnellement, j'ai ça pour mourir, là, ce terme-là là, de rodage. Pour moi, un humoriste, c'est tout le temps rodage. Pas parce que tu connais ton... Je veux dire, tu performes puis tu t'améliores toujours là, en performant, en faisant du temps de scène. Mais là, c'est comme un terme, on dirait, pour s'excuser de on te donne pas gros de cash ou puis c'est juste 25$. C'est brouillon. C'est brouillon, on te paye pas. Puis, c'est très brouillon. Puis je trouve que quand on sort de l'île, justement, de Montréal, c'est mieux. On est mieux reçu. On fait des premières parties, mettons, de 15 minutes à 150$. Mais en même temps, je veux dire, s'il y a plus de monde, puis qu'il y a plus de soirées, il y a une sélection naturelle qui se fait aussi. Des fois, tu vois un open micer que tu fais, il achève d'être open micer. Des fois, tu en vois un qui est open micer, puis tu fais comme lui, il va tellement rester open micer, puis dans 4 mois, s'il ne s'est pas suicidé, il va arrêter de faire de l'humour, là, parce que tu sais qu'il va rester à ce stade-là. C'est pas tout le monde qui l'a, puis il y a du monde qui sont game de l'essayer. Mais je pense aussi qu'avec les spectacles que les humoristes professionnels nous proposent, ils ont changé pas mal aussi. Avant, on voyait des Louis-José Hood partir 4 ans en tournée. 4 ans, 500 shows. 500 shows, ça n'a pas de sens. Ouais. Revenir, mettons, à Sept-Îles pour la 4e fois, ça n'a pas de sens. C'est débile. Puis là, à cette heure, vois-tu, même les humoristes se sont tannés de ça pour se challenger. Les spectacles durent un peu moins longtemps. Avant, c'était 2 heures. Le monde voulait 2 heures de show. À cette heure, ils vont faire mettons, 1h10. Puis sans entracte. Ils vont avoir une première partie. Puis vois-tu, je pense que vu qu'il y a plusieurs offres, puis tout ça, ils vont faire le spectacle moins longtemps. On passe au gros nom de l'humour au Québec, c'est qui? C'est Martin Matt. Le dernier show qu'il a fait, il l'a fait 120 fois, je pense. 120 fois dans des endroits peut-être plus gros. Les gens ne viendront pas dans des petits marchés comme nous ici au Lac-Saint-Jean. Ouais. Je pense à, mettons, je sais pas, Jean-Marc Parent, ils ne viendront pas ici. Ils vont faire des gros stades, des grosses places. Ouais. Moins souvent, c'est sûr que c'est... Les tournées durent moins longtemps parce que aussi ils veulent se renouveler puis écrire. Puis il y a de la compétition, fait qu'il y a comme... ils sentent une sorte de pression, je pense. Là. C'est ça.
y a un challenge de rester compétitif là-dedans, parce que c'est sûr que des one-man shows, des one-woman shows, il en sort, on dirait ça a de plus en plus, tu sais. Je pense la dernière fois, on avait checké, je pense qu'il y en avait là, quasiment 50 en circuit. Là, c'est vraiment En tournée présentement. Ouais, c'est ça, c'est vraiment beaucoup. Mais c'est ça pogne, le monde, il se déplace pour aller voir ça. Fait que s'il y a trop d'humour, j'aurais tendance à dire non. Mais des fois, je vais dans des soirées d'open mic et tu fais oui. Du monde, des fois, tu fais comme sacrement. Puis le monde, ça n'a pas de sens. Il y a du monde qui ont plus d'aisance sur un stage que moi, que ça fait 15 ans que je fais ça. Puis avec des gags là, faibles, mais faibles. Là. Puis là, je fais comme sacrement. Il va chercher où ça? Cette confiance-là, il va chercher ça où? Il y a un bon delivery, il n'y a pas des bons textes. Ouais. OK. Puis... Des fois, il n'y a ni un ni deux. Aucun des deux. Il n'y a rien. Il n'y a même pas le delivery, il n'y a même pas le texte. Puis tu fais comme. Puis il sort, puis il fait ça a bien été quand même. Hein? Mais quoi, ça a bien été? Tu regardes la face du monde. Sur tomate, ça a bien été. Puis il y a aussi le fait que je pense qu'avec les réseaux sociaux, tu sais, un gars comme, mettons, Julien Lacroix, il s'est fait connaître avec les vidéos, mais dans le temps, si tu faisais pas un gala juste pour rire, t'étais jamais connu. Là, là comme tu dis, t'as les podcasts, t'as les vidéos, t'as le web, t'as Facebook, t'as Instagram, t'as les... Ça a bien plus d'impact pour Julien de faire ces vidéos que d'aller sur un gala du Comédia à Québec ou juste pour rire. Là, pour vrai, ça... À cette heure, ses vidéos, je veux dire, c'est sa marque de commerce, c'est ses couleurs, c'est dit ce qu'il veut, puis ça se partage. Écoute, tu sais... Là, c'est sûr qu'avec... il en fait moins, mais je pense que l'algorithme y est pour beaucoup aussi. Là. Parce que c'est plus dur d'aller... à cette heure, Facebook a pensé à son affaire puis ils veulent que pour avoir de la visibilité, il faut que tu payes. Ouais. Non, c'est... tu sais, je pense que aussi il y a tellement d'offres qu'il peut avoir des belles surprises aussi. Je pense à un gars que t'as fait venir le quelques semaines, Faf. Faf, aucune idée c'était qui ce gars-là. Ouais. Il se présente. Le polo tout gros. Chandail, pas. Il dit, moi, je suis l'humoriste le plus vulgaire au Québec. Je fais, OK, mais oui. Finalement, il était quelqu'un. Puis, il a livré la marchandise. Ouais, c'est d'avoir des petites soirées un peu professionnel, je dirais pas semi-professionnel, là, mais professionnel quand même, un peu comme les shows de musique, tu as accès à ça, puis tu fais des belles découvertes. Là. Ben oui, c'est ça le but aussi. Mais chaque spectacle direct, chaque spectacle live, c'est une expérience, que ce soit de l'humour, de la musique, que peu importe le style que tu vas voir, c'est toujours le fun d'aller voir un spectacle. Moi, je trouve ça. Là. Tu peux jamais revenir d'un spectacle à moins que c'était catastrophique. Là. Tu reviens pas d'un show en disant c'était de la merde. Là. Non. Ben là, c'est rare que c'est arrivé. Mais... Tu sais, des fois tu peux dire c'était pas. J'ai pas tant trippé, c'était pas mon style, j'ai pas. Mais de revenir d'un show dire c'était de la merde, t'es qui pour dire que c'était de la merde, tu sais? Au moins apprécier d'être là puis de partager un moment. Puis, Mais l'hommage à Limp Bizkit au Vox l'autre fois, là, c'était quelque chose. C'était pas là, mais. Non, t'as bien fait. C'était de la merde. C'était Pim Biscuit, déjà là, j'étais comme sacrement. non, mais il était très professionnel, mais c'est que je suis pas un grand fan de Limp Bizkit. Vraiment pas. Non. Hey boy. Non. Secondaire 1. Ouais. Nookie. Bon, ben c'est super, les gars. Il n'y a pas trop d'humour au Québec. On clôt là-dessus. C'est réglé, là. Là, je veux... trop. Personne ne nous le redemande. Là. Il n'y en a pas trop. Je trouve ça cool, par exemple, parce que, tu sais, j'ai écouté le podcast qui était super intéressant, encore une fois, le podcast de Jer Alain, quand il a reçu les Denis Drolet. Et puis, tu sais, c'est dans un podcast qui se sont vraiment ouverts sur, tu sais, parce que, tu sais, Jer, c'est comme assez sérieux comme podcast. Puis, tu sais, c'est juste d'aller savoir c'est quoi le parcours de l'artiste. Puis eux autres, ils disaient, tu sais, encore aujourd'hui, tu sais, on remplit pas des grandes salles, mais on préfère faire une petite salle 2 fois le même soir. Puis ils disaient, à cette heure, on assume totalement ce qu'on est parce qu'on sait qu'il y a du monde qui nous aimeront jamais. Puis ça, on l'assume bien. Très polarisé. Ouais. Puis eux autres, c'est ça, ils disent, on veut pas devenir beige parce que là, ça va être dégueulasse. Puis on a essayé ils ont fait des compromis une fois de temps en temps pour des événements plus grand public, là, comme des galas, tout ça. Mais il y a du monde. À cette heure, ils nous acceptent. On sent que les gens nous acceptent. On fait partie du paysage de l'humour québécois. Mais en même temps, tu sais, il y a toujours, mettons, ma mère qui va faire comme eux autres, là. Eux autres. Puis moi, d'ailleurs, c'est mon cadeau de ma belle-mère. Je m'en vais les voir. Ils vont être à la salle de spectacle fin mars. Oui. Puis Christy, j'ai hâte.
Non, c'était cool leur concept de leur dernier show, comme tout le monde. Ouais, comme où du ils monde. essayaient Ouais. de vivre dans un appart puis de Ouais. faire comme les gens normaux. Puis là, c'est en attendant le beau temps, ou ce qu'ils ont vraiment dit en entrevue, gars. Peu importe, nous autres, c'est ça qu'on fait. That's it, Ouais, that's ouais, all. ça a l'air que c'est très non-sens. Très puis hâte que de voir ça. ouais, ouais, Très ouais. hâte de voir ça. Ouais, ça va être cool. Bon, ben, fin du tour de table comparé. On va-tu avec notre tour de table mix cette Let's semaine? go! Cette semaine, on parlait de quoi pour notre tour de table mix? On parlait de la guerre des clans. Oh là 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 là. On va en avoir long à dire, je pense. Donc, là, on est rendu à 50 minutes. On va pogner le 2 heures, d'après moi. Écoute, la guerre des clans. C'est une passion, hein? Alors, pour les gens qui savent pas ou ils n'écoutent pas la guerre des clans à la maison, c'est 2 familles ou 2 organismes qui se battent pour finalement gagner un gros lot de... En tout cas, aux États-Unis, c'est beaucoup plus, mais au Québec, c'est 2000, je pense. Ça, c'est repris d'une émission aux États-Unis. Family Family Feud, Feud. aux Ouais, ok, États-Unis. ouais, c'est vrai. Ouais. Où le but est de trouver la réponse la plus populaire ou une des 5 réponses, 5 ou 6 réponses les plus populaires. Il y a un jeu double, il y a un jeu triple. Le premier qui se rend à 200 s'en va au gros lot. 300, 200? 200. Non, le gros lot, c'est 200, mais tu sais, pour gagner, aller au gros lot, c'est 300. Ah, c'est 300. 300. Oh, 300. oui, c'est 300. Ah oui. C'était- Je connais ma guerre des clans. Là. Ah oui. Puis c'est un jeu qui dure depuis plusieurs décennies. On s'entend que ça a-tu commencé au Québec avec Luc Sonné? Oui. Je pense que me oui. si je me trompe. Dans le temps qu'il faisait la... Maudit qui doit être carré, ça fait demander. Tu La fais-tu la split? split? Fais-tu la split? Ah. C'est avec son poids à cette heure de comme... Hey, là! Tu sais, c'est quand même un jeu qui a marqué les époques, on se rappelle. En tout cas, moi, c'est mon épisode préféré de La Petite Vie. La Petite Vie qui va Ouais. pas à la guerre des clans, mais le combat des clans avec le lièvre du loup, Rimouski et toutes les réponses. Marteau, tournevis, drill. Ah ouais, c'était une bonne... Pouvez-vous répéter la question? D'ailleurs, C'est- tu sais, cet épisode-là, là, c'est le seul épisode de toute la gang que Maman n'est pas là. Oui, c'est vrai. Serge était en désintox. Ouais. Cette époque-là, ouais. Ah, je savais pas ça, moi. Ouais. Je pense que, ouais, il y avait des bailleurs. On sait qu'il y a déjà eu des problèmes de consommation. Ouais, souvent, il y avait des absences. Quel d'une acteur? couple d'épisodes. Mon préféré. Ouais. Ça, c'est mon préféré. De tout. J'aimerais Tu ça. bougues. Ouais, tu te boogies, ouais. Mais la guerre des clans, là, moi, c'est ça qui me fait rire. Parce que, tu sais, dans l'épisode de la petite vie, là, ils font une répète, là. Puis je me dis que, tu sais, plusieurs familles doivent faire des répètes. Toutes les familles doivent faire ça. Ben non, asti, il y a du monde qui arrive là-bas et qui comprennent pas encore le concept. T'sais, ils vont avec leurs réponses personnelles. T'es comme, Chris, il commence en disant, on a demandé à 100 Québécois, 100 Québécoises. Ouais, mais Faut que tu répondes ce que le monde répond. Pas t'as toi. t'as des millions et des millions de spectateurs qui te regardent, puis tu le sens, il y a une pression, tu sors ce qui te passe par la tête en premier. T'as des millions. Ben alors, Là, il y a nous autres. asti. Il y a moi et Matt, là. Nous autres, on enregistre d'avance chez Martin. T'as-tu je des donne- gars des clans, là? Bon, ouais, j'en ai une douzaine. Là, je suis rendu à une quarantaine. Là. Une maudite belle collection. Ouais. T'as toujours le poids sur les épaules du chef d'équipe. Vas-tu y aller avec la famille ou ta Ouais. propre réponse? Ouais. Ouais, là. Et puis, mais Quand il prend sa quand propre tu- réponse, puis la famille avait bien répondu. Là. Ah, Sans cheap, c'est des beaux moments de télé, ça. Ouais. Ça ou quand on a, mettons, tu sais, on a Martin qui est en studio, quand t'es les écouteurs, puis t'attends pour ton tour. Ah, là, ouais. là, Danse, ouais. Dans la salle insonorisée. ouais, ça, ouais, Ils ça, dansent tout le temps. Puis là, tout le monde applaudit, tout le monde rit. À chaque épisode, c'est ça. ouais. Mais c'est toujours aussi efficace pour les familles qui participent. Puis tu sais, c'est une famille, mettons, qui descend de Bécomo, monter à Montréal pour aller participer à ça, puis tu te fais clairer à la première ronde, ça doit être ordinaire. C'est ordinaire. Mais je pense que la production paye le transport et l'hébergement. Ben, je nous le souhaite, hein, parce qu'on va y aller bientôt, nous autres. Oh, ouais, nous autres, là, l'autre fois, on cherchait une famille. Ouais. Oui, avec la Ligue d'impro, d'ailleurs, c'est en cours. Là. Ouais. Il manque Ouais. une coupe d'infos. On va se revenir là-dessus, mais c'est un beau moyen de financement. Veux pas. Ouais, mais moi, c'est juste pour aller participer. Moi, c'est juste pour serrer la main à Jean-François Brault. Ah non, mais il est pas. Alors, on va en parler de ce changement. C'est quoi qui s'est passé au juste avec Jean-François Barry? Y a-tu été tassé? Y a-tu un autre projet? Je sais qu'il est en train d'écrire un livre ou un truc de même, mais. Personnellement, moi, j'aimais bien mieux le petit Barry que Bro. Là. Bro, il est en rodage et ça paraît. Là. Mais là, il prend du galon, là, Brault. Ouais. Là. Oh, il prend du galon. Il est beaucoup plus à l'aise. Regarde juste ses liens entre les jeux et les pauses. Ou, écoute, il fait des liens, là. C'est magique.
On dirait que c'est une nouvelle mode de ce temps-là, peut-être même à V, là, d'engager des animateurs. Tu sais, Alexandre Barrette, Atome Crochu. C'était qui faisait Tic-Tac Show? Le Tic-Tac N'importe Show. qui fait partie de l'UDA peut maintenant être humoriste, il peut maintenant être animateur de quiz. Là, Ouais. je veux dire, tu me feras pas croire qu'il n'y avait pas un meilleur animateur pour la guerre des clans que Jean-François Brault. Là. Ben ouais, c'est ça. Il y a du monde, c'est leur profession. Ben Tu sais, oui, c'est comme, ben oui. tu sais, c'est du monde qui arrive puis sont très à l'aise de diriger à patente. Puis là, ouais. Ah, j'aimais mieux le petit Barry, moi. Jean-François Barry! Ah, au début, il rentrait puis c'était... Mais peut-être qu'avec avec le petit bro, ils ont voulu justement aller chercher un petit côté plus naturel. Tu sais, vu que c'est pas un vrai animateur, t'as bien le petit côté Oui, vu que ça- pour ça- mettre les familles à l'aise. Ils se sont dit, on va en prendre un qui bafouille autant qu'eux autres. Ou, Ouais. tu sais, je sais pas. Ça, on anime l'amour est dans le pré, plus naturel. Hein? C'est bon petit lien. D'après moi, c'est ça. Mais, Un chic type, vraiment smart ce gars-là, parce que moi, quand j'ai été faire le concours à Desjely, c'était nos parrains cette année-là, Marie-Ève Janvier et Jean-François Brault. Et puis tu sais, là, la fameuse rumeur que Jean-François Brault, il se fait mener par les couilles par sa blonde. C'est vrai! Et moi, il est arrêté au chalet, à un moment donné, il me parlait. Ça va, toi? Je fais comme, ouais, puis on commence à jaser. Tu viens de où? Puis là, je jase, puis il est super cool, il est vraiment smart. Puis à un moment donné, hey, Jean-François, tu t'en viens-tu, là? Hein? Faut se préparer pour tantôt. Là. Puis là, tu sais, comme, OK, puis il part, puis tu voyais qu'il se faisait. Jean-François et Marie-Ève, d'ailleurs, c'est des amis proches à Isabelle Gauthier, OK. qui est une bonne Originaire amie du coin. originaire du coin, une bonne amie à Matt et moi, d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, Isabelle, on le sait que tu nous écoutes, puis ton tour s'en vient. Hein? Tu vas venir jaser dans les micros du podcast. Oui. On en reparle. Puis c'est ça, c'est des amis proches à Isabelle. Puis dans la vie, ils sont super sympathiques. Ils sont super... c'est du bien bon monde. Bref, des bonnes pâtes, Ouais, comme tu disais. des bonnes pâtes. Ouais. Le metteur en scène de Marie-Ève Janvier puis Jean-François Brault, là, un bonhomme qui s'appelle Dominique Trudeau, qui était comme metteur en scène pour Adégelie. Un monsieur homosexuel et vraiment assumé, qui fait des gags sur son homosexualité non-stop. Ils avait invité chez eux un moment donné avec Simon puis Manu pour nous parler de nos projets puis tout. Là. Tellement un bon Jack. On avait capoté sur ce bonhomme-là. Une petite tête ses épaules. Un gars bien trash qui te sort des Christy de conneries. Puis ouais, c'était vraiment, vraiment cool. C'était une belle rencontre, ça. Mais pour en venir à la guerre des clans, Martin, c'est quoi déjà l'autre fois? On écoutait un épisode puis on riait, là, la fille, c'était... C'est une madame au jeu du gros lot que le shake il a pogné. Là. Mais, C'est tout le temps drôle, ça. sérieusement, elle a choqué. Là. Elle avait quelque chose comme 60 points à faire pour gagner le gros lot. Puis là, la question, c'était nommer une activité qu'on peut pratiquer l'hiver. La glisse, le traîneau. La traîne sauvage. Le train de sauvage. Tu sais, écoute, elle bafouillait dans ses réponses. Elle redonnait les mêmes réponses que l'autre tout le temps. À 2 reprises, elle redonne la même réponse. Ouais. Écoute, elle est venue rouge, la madame, pas petite. C'est quoi l'autre exemple qu'elle avait donné comme réponse? Des fois, il donne des réponses. Tu te dis, ben voyons donc, tu penses... Mais ça doit être stressant. Là. Se ramasser au jeu du gros lot, on va se le dire. Là. Ça doit être stressant. Il Du tac au tac. faut que tu répondes assez rapidement. Puis, tu sais, il y a des questions bien faciles, mais il y en a des fois, tu sais... Faut que ça... Mais tu sais, je peux pas croire que toutes les familles doivent pratiquer. Tu sais, t'arrives là-bas, puis tu répètes une phrase, tu répètes une réponse qui a déjà été dit deux shots avant. C'est T'sais, marqué des au erreurs, tableau. ouais, c'est marqué au tableau. Tu fais, Chris, à quel point, je peux comprendre le stress, on en parlait tantôt, mais à quel point, puis tu y vas, tu vas répondre à une affaire que toi, tu penses, puis là, t'es comme, non, c'est les Québécois qu'il faut qu'ils... Nommer une des personnalités connues les plus belles au Québec. Mon chum! Ouais. Oh boy, OK. Mon chum. Ouais. On s'entend que les gens qui se préparent à la guerre des clans, ça doit être 80% des ventes du jeu de table de la guerre des clans. Ouais. Avec un 20% des parties de Noël. Mais... Ouais. Super le fun comme jeu aux parties de Noël. Je sais pas, nous autres, on n'a pas. Nous autres, on avait joué à Pyramide à bon, Noël. c'est Ouais. Yeah, boy. On n'a pas joué longtemps. C'est ça. On a débouché cadeau, C'est puis bien. ça a été bébé. Des fois, les réponses, c'est tellement... on parlait de la petite vie tantôt, là, ça me fait tellement rire. Je pense que ma passe préférée, justement, c'est quand... Qu'est-ce que l'on peut faire avec les pieds? En rire! Oui. Non, même pas besoin de le mettre au tableau, là, il passe tout de suite à l'autre.
Il passe par-dessus l'ison, en rire. Avec l'équipe de Régent et les scientifiques du Québec, là. Ouais. Martin de Rainville, et puis... Ouais, puis tu vois clairement que c'est Régent. Ah, ouais, oui. Ils sont 3. Ils sont même pas une famille. Ils sont même pas complets. C'est un bon Avec épisode. sa grosse barbe rousse. Puis... Ouais, c'est un très bon épisode. Que peut-on faire avec les pieds? Évaluer son émano-narinose. Ça veut dire quoi, ça? Ben ouais, c'est pu. Ah ouais, ouais. Très bon épisode. Ouais. Série culte. La petite vie et la guerre des clans. Ouais, ouais. Ça traverse les âges. La guerre Prochain des clans. animateur, qui tu verrais? Mettons, là, tu sais, Bro, un ACV s'il est plus là. C'est qui tu verrais pour remplacer Bro? Ok, mon Dieu, là. Ouais, ça va être moi, il faudrait passer par un processus d'audition. Mais vite de même, là. Un gars vintage, là, genre passe-montagne. Comment, c'est quoi son nom déjà, cet acteur? Voyons. Dans la série noire, il était parfait. Ah oui, oui. Le gars qui peut. On dirait qu'à chaque fois qu'il y a. Puis là, Voyons, il fait de l'impro, ce gars-là. Jacques Lheureux. Jacques Lheureux, c'est Ouais. ça. Ouais. Il me semble qu'il y aurait la sympathie, puis non, il serait intéressant. Ben, je dis ça de même, Jacques Lheureux. Retour de Luxonné, pourquoi pas? Mais. T'es enseignant à l'École nationale de l'humour. Oui. Luxonné, ouais. Il enseigne la split. Ouais. Tout qu'un improvisateur, Luxonné. Ouais. Il s'est rendu loin cette année aux nationaux d'impro. Là. C'est quelque chose à voir. Ben, un qui pourrait, justement, que, là, vu qu'on parle des improvisateurs, j'ai pensé à Didier Lucien. Il me semble qu'il pourrait faire une bonne job. À la garde des classes. Il est sympathique, il est vif, il est... Christy, on Très a comique. on a la Très chance de comique, jouer ouais. avec. Hein, Oui. et ouais, tout un joueur d'improvisation. Ouais. Moi, je verrais genre quelqu'un comme Hugo Dubé, là. Tu sais, le père dans Ramdam, là. Je trouve qu'il fait très. Moi, je trouve qu'il a l'air assez. Avec les familles. Ouais. Ouais. Ouais, la petite coupe de cheveux frisotante. Ouais. Ouais. Je l'aime, cet acteur-là. Moi. Hugo Dubé. Ben oui, dans la série noire, c'est lui qui fait Claudio. Ah oui, ben oui, ça je me disais, la petite coupe frisotante. Je me disais, hey boy, ok, ouais. C'est rare que. Je sais que Hugo nous écoute en ce moment. Il doit être bien content qu'on ait pensé à lui pour animer la guerre des clans. D'ailleurs, le contrat s'en vient. C'est nous autres qui décident ça, là. Ouais. On s'en va. L'ambiance familiale. Bon. Mais là, faut vraiment y aller. Écoute, on veut y aller, puis il faut y aller. On aurait des chances d'être pris. Écoute, l'autre fois, c'était une association de paintball. Ouais. Ouais, c'est ça. Les drag queens de chez Mado comprennent qu'ils font un show, mais les gars de paintball. Ouais, les gars de paintball, ça, Chris, les gars, vous vous tirez souvent dessus. Ça, on joue toutes les semaines, là. Mais comme un calique. Il y avait le gun sur la table en avant d'eux autres. C'était magique. Ah, là, on peut y aller aussi. Là. Mais je nous le souhaite. Ah, je oui. suis sûr qu'on l'aurait, le gros. Là. Des gros fans. On vous invite d'ailleurs à écrire à VTélé pour mousser notre candidature. On tombe toujours dans le civisme, hein, c'est important, mais... Oui. Civisme avant tout. Bon, on y va avec les remerciements, les gars. Ça fait 1 heure que ça roule. Je pense qu'on... Ouais. Avez-vous quelque chose encore à dire sur la guerre des clans? Non. La guerre des clans, c'est à tous les soirs. C'est à VTélé, 5h30. Soyez au rendez-vous, Christ. Du lundi au vendredi. Puis si jamais vous pouvez pas du lundi au vendredi à 5h30, viendrez chez nous. J'en ai une quarantaine d'épisodes. On s'ouvre un Pinot Grigio, on écoute ça. On s'ouvre un petit Pinot Grigio puis on écoute la guerre des clans. Ah ouais donc. Fait qu'on va y aller avec les remerciements, les boys. Comme d'habitude, Martin, tu vas m'aider. Oui. On remercie Garma Impression pour Effectivement. leur contribution au podcast. Cédric Cadorette Martel pour Oui. le jingle du départ et puis le jingle que vous allez entendre dans les prochaines minutes qui va vous sky à la fin du podcast. On remercie aussi un petit peu Dominique Girard-Brodeur. On ne l'a pas fait dans l'épisode précédent, mais pour tout le setup du studio, tout son professionnalisme là-dessus. Simon Claveau pour le logo. Oui. La télé du Haut-du-Lac pour nous permettre de travailler dans un environnement divin. Je vais pas. Ben oui, on est Oui, bien. ben. On s'amuse. Ouais, puis notre technicienne, bon référent, Martin, notre technicienne de ce soir, Andréane Bouchard, qui est directrice générale de la TV communautaire, qui nous appuie depuis le début dans ce projet podcast, là, même quand l'émission n'était pas déposée. Là, Elle aimait déjà ça. Elle aimait déjà ça.
Et on vous remercie, vous, fidèles auditeurs et auditrices. On vous invite oui. à nous suivre sur la page Facebook. Laissez vos commentaires. On est encore en train de se roder. On est rendu à l'épisode 3, 4 ou 5, peu importe. Là, Je pense que là, on vient de tourner le 6e, le 5. Le 5. Eh bien, OK. Calculant le fait qu'on a un épisode 0, on est rendu à 5. Fait qu'on se voit sur la page Facebook. Laissez-nous vos commentaires. Et puis, on a bien hâte de vous lire. Sinon, petit mot de la fin? Ben, on fait de l'improvisation. Hein? Oui. On est 3 membres de la Oui. LID, de la Ligue d'improvisation de demi-soir. Mais là, au moment où le podcast va être en ondes, la saison va commencer à tirer à sa fin. On va tirer à sa fin. Cette année, on arrête le 17 avril. Ouais. Pour laisser le temps un peu aux gens de s'ennuyer de l'impro. Et on en va enchaîner avec le bol d'or par la suite. Je vous présenterai les équipes qu'on a choisies tout récemment là, dans un prochain épisode. On va avoir une grosse compétition cette année. Oui, vraiment. Ouais, parce que pour une dernière fois peut-être, ou je sais pas, là, j'ai rentré dans l'équipe de la LID, fait que puis j'ai vu la liste des équipes, puis ouais. On va encore se faire crisser une volée. C'est ça, c'est pas grave, c'est toujours apprécié. Sinon, c'est vraiment le fun. On tisse des liens avec du monde un peu partout au Québec. Puis c'est un très beau tournoi. D'ailleurs, les commentaires sont plus que positifs. Là. Les joueurs, ils trouvent vraiment à venir faire un tour ici. On essaiera de peut-être vous faire une couple d'épisodes avec des improvisateurs connus d'un peu partout au Québec. Ben oui, Pour les faire ça va découvrir. Ça va vraiment fun. Bon, ben sur ce, on vous laisse et on vous dit à la prochaine épisode.